Bonjour et bienvenue dans l'entretien de Rémi. On commence cette nouvelle saison avec une tare qui fait encore du mal en Afrique de l'Ouest. Gaye Traoré et son association Gamana Rufede luttent contre l'esclavage et de ce qui en reste aujourd'hui encore. C'est parti pour ce nouveau numéro des entretiens de Rémi. Bonjour Gaye Traoré. Bonjour Monsieur Van. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre association Gamana Rufede lutte contre l'esclavagisme et de ce qui en reste précisément dans le milieu soninké. Comment se présente aujourd'hui l'esclavage en Afrique de l'Ouest et précisément dans le milieu soninké? Merci pour votre invitation déjà. Je suis tout à fait honoré. L'esclavage dans le milieu soninké, quand on veut le comparer à l'esclavage triangulaire, parce que c'est la plus médiatisée. Oui, c'est la plus connue. C'est la plus médiatisée, c'est la plus étudiée, c'est l'esclavage qui a fait plus d'exposés quand on était lycéen ou quand on était collégien. Moi j'ai dit que dans mes discussions, il arrive que je dise qu'il y a trois formes d'esclavage. Il y a l'esclavage triangulaire, comme j'ai dit, je ne veux pas revenir là-dessus. Il y a l'esclavage arabo-musulman. Et cet esclavage arabo-musulman qui a précédé l'esclavage triangulaire, certains disent qu'il a commencé bien avant l'esclavage triangulaire, mais c'est discutable. C'est la plus tue, la plus ignorée. Pourquoi on situe là-dessus, pourquoi on essaie de l'ignorer volontiers? C'est compte tenu de notre proximité du fait de la religion. Donc on est tous de la même religion, donc quand tu vas aborder ça avec certains de nos frères du Nord ou du Moyen-Orient, ils vont dire ouais, la religion en question c'est l'islam. Voilà, la religion en question c'est l'islam. Merci de la précision. Donc c'est là, ça fait pas l'objet des débats, ça fait pas, voilà. Personne ne va en parler. Les rares chercheurs qui en parlent, ils sont pas si audibles que ça. Sinon on va dire ils sont pas si médiatisés que ça. Revenons en Afrique de l'Ouest. Donc revenons en Afrique de l'Est. Donc si on veut chercher, indexer ou faire un chemin de l'esclavage dans notre milieu soninké, à l'image de ces deux schémas précédents, on va se tromper. On va se tromper pourquoi? Parce que si on dit par exemple, moi je vais dans tel village, je vais voir, est-ce que je vais trouver un esclave au fouillé? Est-ce qu'un esclave mené à la baguette? On ne va pas trouver ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? On ne va pas le trouver. Qu'est-ce qu'on va trouver? Et ce qu'on va trouver, c'est quoi? C'est un statut, c'est une assignation. Qu'est-ce qu'un statut? C'est que dans ma communauté, c'est-à-dire, on est esclave. Je crois que c'est aussi dans la communauté Peul. Je crois que c'est aussi dans la communauté. Dans les communautés en présence. Tout à fait. Donc, du coup, ce qui veut dire que, même dans les années 60, dans les années 65, ceux qui se sont affranchis de leurs propres moyens, qui ont donné l'argent à leur maître pour dire j'arrache ma liberté, et ces gens continuent d'être considérés esclaves. C'est pourquoi je parlais d'assignation. C'est-à-dire que c'est de père en fils. Alors que je sais que dans une communauté, la communauté la plus décriée, la plus accusée, je sais que dans cette communauté-là, les esclaves peuvent se libérer matériellement. Sauf que dans ma communauté, ça ne se fait pas. Je connais des familles depuis les années 60. Qu'est-ce que vous dites, la communauté la plus décriée et dans laquelle... La communauté arabo-berbère, je veux dire. Ouais. Donc on sait que cette communauté-là, l'esclavage dans cette communauté, il est violente. On sait qu'il est violent. On sait qu'il y a le droit d'écussage, on sait qu'il y a l'expropriation, on sait qu'encore il y a des gens qui sont là-bas qui sont maintenus dans des situations, c'est-à-dire indescriptibles, tellement que ça heurte la dignité humaine, ça heurte la sensibilité humaine. Dans la communauté soninké, comme j'ai dit, c'est une assignation, c'est un statut, et généralement c'est une assignation patronymique. Par exemple, tu vas dans tel village, tu peux le même nom de famille, dans tous les villages, il y a des statuts esclaves. Donc c'est cette caractérisation qu'on trouve dans la communauté soninké. Par contre, c'est pas l'esclave arabo-berbère qui est fouilletté, qui s'élève pour courir derrière les chameaux sans salaire, des fois qui ne maîtrise même pas sa propre religion. C'est pas ce qu'on trouve dans ma communauté. Dans ma communauté, tu peux trouver un capitaine de l'armée qu'on le considère comme esclave. Tu peux trouver un ancien préfet, un sous-préfet qu'on le traite d'ancien casté. Donc ça existe. Tu peux trouver un millionnaire aussi. Récapitulons pour voir un peu les choses. Si on comprend bien, l'esclavage ne s'exprime pas, en tout cas n'est pas vécu de la même façon d'une communauté à une autre. Tout à fait. Et que dans la communauté dont on parle aujourd'hui, la communauté soninké précisément, elle peut s'exprimer via des noms de famille, elle peut s'exprimer. Donc,
qu'est-ce que vous proposez à Gambana Rufedi? Est-ce qu'il faut, par exemple, il y a la loi qui incrimine l'apologie et la pratique de l'esclavage sous différentes formes. Est-ce que, par exemple, il faut changer de nom ou bien en tout cas reconsidérer les noms? Non, c'est quand vous dites qu'il faut reconsidérer le nom, ça me fait penser au doyen Maroufa Djabira, une fois dans une émission de 2015, pardon, je crois que c'était sur une télé privée. Il a dit ceux qui sont gênés, le fait qu'on les considère comme des esclaves, ils peuvent chercher des témoins avec leur pièce d'identité, aller chez le juge et changer de nom de famille. Mécaniquement, c'est facile. C'est très facile. Si ça se résumait à ça, on serait les communautés les plus heureuses du monde. Où la fraternité va fleurir de partout. Sauf qu'on sait que c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça parce que quand une société fait de sa code de valorisation un nom de famille, c'est pas comme ça se passe. Donc nous, ce que Gambana recherche, c'est le transfert de ce code de valorisation. Ou sinon, une façon d'imposer dans nos communautés un autre code de valorisation. C'est-à-dire il suffit pas de s'appeler Djabira pour que tu puisses pour que certaines portes s'ouvrent. Il ne suffit pas de s'appeler Sissoko pour que certaines portes soient fermées. Ce débat de Gambana Rufedi, c'est un débat de réforme. D'abord des réformes intérieures, des changements de comportement. Pour dire, lui, il peut être Traoré et représenter la communauté. Même si Traoré dans la communauté sunnique, c'est considéré dans la majeure partie des cas comme un esclave. Après, il y a d'autres considérations. Je ne veux pas donner le cours de sociologie. Donc c'est pour dire que ce combat de Gambana, même s'il y a la loi, il faut s'en saisir. Si Aziz vote une loi sous la pression internationale, il faut dire la vérité, il ne l'a pas fait pour nos beaux yeux, il l'a fait parce qu'il y a la pression internationale. Donc s'il y a cette loi-là qui est venue, si toi en tant que citoyen, tu ne te saisis pas de cette loi-là pour sensibiliser les gens, pour montrer dans ta communauté qu'il y a l'ordre républicain qui prime sur tout le monde. Quand chef de village, ce n'est pas un préfet. Quand chef de village, ce n'est pas un chef d'arrondissement. Ce n'est pas parce que je veux me soustraire de telle ou telle pratique coutumière qu'un chef de village va m'exproprier de mes terres, des terres que j'ai cultivées depuis 150 ans. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc nos sociétés, soit on a le courage de poser ces débats dans nos sociétés, quitte à ce que ça nous coûte, en caricature, en violence, en insulte. Mais il faut le poser, parce que ce débat-là, de toute façon, elle ne pouvait ne pas venir. Ce débat, rien ne pouvait empêcher ce Alors, ce débat qui vient aujourd'hui, donc vous dénoncez à tort et à travers le féodalisme, que ce soit en Mauritanie, au Mali, au Sénégal, en Gambie. Qu'est-ce que vous entendez par féodalisme? Parce que je suppose que ce n'est pas une personne qui est réduite forcément à l'esclavage, mais ça s'exprime d'une autre façon. Effectivement, ça s'exprime d'une autre façon. Tout à l'heure, j'avais dit dans notre discussion préliminaire, avant qu'on arrive sur votre plateau, j'avais dit que dans la gestion de nos communautés, il y a une sorte de droit de sang qui dit pas seulement dans la gestion collective de nos villages. Je parle bien de nos villages, je ne parle pas de nos États. Donc il y a une sorte c'est le droit du sang. Par exemple, c'est un droit de sang, vous dites. Oui, mais attends. Imagine par exemple dans un village donné, par exemple vous avez, on va donner un schéma caricatural, vous avez 85 ans, on dit de par votre nom de famille, de par votre histoire, de par votre ancêtre, vous ne pouvez jamais représenter le village, vous ne pouvez jamais être chef, même si vous êtes les plus âgés de votre village en France. Donc le droit d'aînesse, oubliez. Voilà, oublions le droit d'aînesse. Ce qui compte, c'est le droit de sang, parce que si un seul nom de famille, même s'il a 15 ans, même s'il a 25 ans, c'est lui le chef coutumier. Et nous, on nous disons non, il faut le droit d'aînesse dans nos communautés, pour plus d'harmonie, pour plus de fraternité, parce que moi, mon grand-père qui a 106 ans, tu lui dis que par rapport à un jeune garçon de 45 ans ou de 35 ans qui est inférieur, ça choque la sensibilité humaine, ça choque la raison, ça choque la dignité. Et nous, ce qu'on demande, c'est ce droit d'aînesse-là. Parce que tant qu'il y a cette gestion liée au droit de sang, ça crée des frictions. En village, pour ne pas citer son nom, où il y a une agression au mois d'octobre au Mali, sur nos militants. Quand il y a une agression, les auteurs ou sinon les commanditaires de cette agression-là, ils ont été en garde à vue à Caille. Et quand ils étaient en garde à vue à Caille, la caisse du village, tenez-vous bien, la caisse du village a débloqué 5 millions de francs pour les auteurs de l'agression. Soi-disant que, non, juste une aide financière, soi-disant qu'ils sont en garde à vue, donc la caisse du village a débloqué 5 millions.
Et cette même caisse de village a débloqué 3 millions pour leur avocat. Je dis bien le commanditaire du forfait pour leur avocat. Alors que ceux qui ont été ligotés, ceux qui ont été agressés, eux, ils n'ont rien eu. Pourquoi ils n'ont rien eu? C'est un exemple parlant. Parce que les commanditaires de cet acte barbare, c'est quoi? C'est parce que c'est des gens, ils sont dans un mouvement qui remet en cause pour eux leur chefferie, qui remet en cause ce qu'eux, ils ont acquis depuis la nuit des temps. Donc pour eux, c'est un droit. Donc ils sont dans les dénis de la chose républicaine, dans les dénis des lois fondamentales de la République malienne. Et c'est très dangereux. Alors, on s'entend bien. Donc, si je vous comprends, les personnes qui sont considérées comme descendants d'esclaves, même si l'État ne les considère pas en tant que tels, peuvent avoir accès au concours, peuvent avoir accès aux services publics, sans que ça ne remette en question, en tout cas sans que leur histoire ne vienne empêcher l'accès à ces droits. On va nuancer un peu. On va nuancer un peu. Ouais. Par exemple, dans ma communauté, il se trouve qu'il y a des sous-officiers supérieurs de l'armée. Mais dans leur village, on les considère, même si devant eux on ne dit rien, mais derrière leur dos, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, on les considère comme esclaves. Ok. Voilà, il y avait un proche. C'est un peu plus compliqué parce que derrière leur dos, parce qu'on va pas mettre des caméras quand même derrière leur dos. Très bien. C'est un peu plus compliqué. Très bien. Après, les gens sont. Mais je pense que les lois comme l'apologie sont là aussi pour que, à partir du moment où une personne dit quelque chose, c'est là qu'il faut sanctionner. Très bien. Oui. Tu vois, avant cette loi qui fait l'apologie d'ailleurs, des pratiques de l'esclavage, c'était courant d'entendre dans les cérémonies de baptême, des dénigrements. Voilà. Mais toi, de toute façon, tu n'es qu'un esclave, ou tu n'es qu'un bailo, tu n'es que ceci. Donc moi, je te connais, même si tu es ingénieur, moi, je te connais en bailo. Pas plus que ça. On a entendu des discours comme ça. C'est violent. Voilà. C'est très violent. Imagine, par exemple, on vient, c'est une fête mauritanienne. Moi, je dis... J'ai dit, écoute, moi je ne veux pas faire ça. Devant tout le monde, frontalement, tu me dis, écoute, si tu ne fais pas, monsieur Traoré, même si vous êtes docteur en sciences de l'éducation, moi je m'en fous, je te connais de tel statut, on ne vient là pas au foot. Notre vie n'a pas commencé en France ici. Et la plupart du temps, mais quand le mouvement est lancé depuis 2016, certains quand même se maîtrisent. Dans certains discours, on ne peut plus le dire dans les assemblées des villages maintenant. Il y a des exceptionnels, des provocateurs, comme partout. Comme vous avez dit, on ne peut pas mettre des caméras partout. Mais quand même, l'attitude, par rapport à ce discours-là, à cette façon de magnifier, franchement, une tare, j'essaie d'insister là-dessus, c'est quand même une tare. Même si la personne dit je suis l'esclave de tel, c'est une tare en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas mettre des caméras dessus, mais cette loi d'apologie quand même, elle a permis quand même d'apaiser les choses. Parce que à Garaoula, à Gambie, c'est là moins d'un mois. Il y a des jeunes qui se sont bagarrés jusqu'à ce que mort sensible, juste à cause de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un défunt qui était là, il est mort, on voulait faire la prière funéraire. Et quelqu'un qui avait dit en privé que moi je continue à dire que ces gens c'est des esclaves jusqu'à ma mort. Et pendant l'enterrement, il y a la tristesse, il y a le deuil, et lui qu'est-ce qu'il trouve? Il dit le défunt, il est venu au monde esclave, il est reparti esclave. Et un incident qui s'est éclaté. Et l'incident, le dénouement de l'incident, c'est que les deux jeunes se sont poignardés. Il y en a un qui est mort. Donc on ne va pas dire que c'est lui qui dit que moi je suis esclave, ça nous regarde. Non, on ne peut pas dire ça. C'est une tare de la société. Tout le monde est Vous parlez de mort et de cimetière. Allons-y. Il fut un temps où certaines personnes ont dénoncé le fait que certaines personnes ne puissent pas être enterrées dans certains cimetières qui sont réservés à certaines personnes dites nobles. Qu'est-ce qu'il en est des faits? Est-ce que c'est une réalité? Ou voilà, donnez-nous plus de précision. Oui, dans certaines villes, je ne vais pas citer du village parce que je ne vais pas revenir sur cette polémique, c'était très 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 tendu à un moment donné. Oui, ça le fut. Mais il y a eu des émissions, j'ai fait des émissions de radio, où des gens ont appelé pour dire que dans le village, effectivement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de deux clôtures différentes, il faut bien préciser les choses. C'est-à-dire que c'est dans le même enclos, mais les carrés, il est séparé. Quand tu viens déjà, tu te rends compte que les carrés sont séparés, mais ce n'est pas dans tous les villages. C'est pas dans tous les villages. Mais c'est pas ce qu'on appelle des caveaux familiales? Non, c'est pas les caveaux familiales, parce que ces caveaux familiales, ça va juste ma famille. Mon grand-père, mon arrière-grand-père. Sauf que c'est pas là. Sauf qu'on sait que les gens qu'on a enterrés à l'ouest
c'est juste ces gens d'extraction servile, voilà, et communément, c'est la dominante, elle est là. Par exemple, c'est le même cas ici, tu trouves à l'Est, c'est des gens, voilà, ici. Pourquoi c'est réservé à l'Est? L'Est, ça symbolise quelque chose? L'Est, ça symbolise la purité de l'islam. Nous qui sommes voilà, de l'Afrique de l'Ouest, notre prière, c'est vers l'Est. Voilà, même si la Kaaba n'est pas forcément à l'Est, ça dépend des positions géographiques. Donc ça dépend de où on se trouve. Voilà, donc, voilà, non. L'Est, c'est considéré comme, voilà, comme la pureté, comme proche du paradis, comme proche de la félicité divine. Par contre, l'Ouest, voilà, c'est le couchant, c'est le déclin, voilà. Après, je vous donne l'image, voilà. Ouais. Et revenons ici en France. Pour une personne voilà, qui travaille ici, qui vit ici, qui est en tout cas considéré comme d'origine servile, de quoi il peut être victime ici en France? Il peut être victime de la gestion des choses dans sa communauté. On ne va pas dire à tes esclaves, tu ne vas pas chercher une carnaison. Oui. On ne va pas dire ça. J'espère bien. Alors, comment est-ce que ça va s'exprimer? Est-ce que voilà, la personne va être obligée de ne pas être présente quand des choses qui concernent la communauté, ou bien on va lui dire... Ça évolue un peu. Il fut un temps où, dans certaines assemblées des villages, un esclave ne parlait pas. Pas de droit à la parole. Non. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, ça évolue. Il peut parler, mais... Non seulement il peut parler, mais non, dans beaucoup de caisses, dans beaucoup d'assemblées des villages, il y a des tensions. Il y a des tensions parce que la prise de conscience, elle est là. Les gens se disent que je suis citoyen avant tout. Ma citoyenneté avant tout. Parce que le débat, il est là aussi. C'est ma citoyenneté avant tout. D'accord. Si j'appartiens à telle communauté, ou à tel sous-groupe, ou à tel clan familial, mais ma citoyenneté avant tout. Si je dis que moi, dans tel... C'est ce qui est censé primer. Oui. Et malheureusement, s'il y a de la résistance, c'est parce qu'il y a de la résistance, c'est parce que ça heurte les sensibilités, que nos membres sont ligotés, frappés, poignardés. Pour certains, expropriés pour certains. Imagine par exemple, nous sommes des cultures paysannes. Alors, quelles sont ces personnes qui sont expropriées, avant juste qu'on passe à la question? Voilà, les personnes qui sont expropriées. Et ça se passe où exactement? Ça se passe en Mauritanie. Voilà, il y a un village, du coup, non loin des Célibabi, le village d'un éminent conseiller. Et le village s'appelle comment? On va laisser les noms de côté. Non. C'est un village de Tachat. Il y a 14 expropriations. 14 personnes qui ont été expropriées de leur terre. Quand j'ai rencontré le conseiller du président, M. Sorna Sidé, c'est son village d'origine. L'ancien réalisateur de cinéma. Voilà, j'ai discuté avec lui, on s'est vu à Châtelet, j'ai discuté avec lui. Parce que dans ce village, mon frère aîné, mon demi-frère est installé là-bas. Ouais. Quand on s'est vu, je lui ai dit, mais tu es au courant qu'il y a 14 familles qui sont expropriées? Parce que ces gens, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces gens, ils ont dit qu'ils ne participent plus à l'ancienne coutume, ce qu'on appelle, c'est Ada ou Lada, celui qu'on dit là, il ne sait pas comment on appelle ça. Voilà. Donc en fait, c'est une sorte de lien tacite entre l'ancien maître et l'ancien esclave. Ces gens ont dit, nous, on copie ça. Ils ont dit, d'accord, à la tombée de l'hivernage, vous nous rendez les terres. Et c'est les terres qui cultivaient, pour certains, depuis plus de 40 ans, qui cultivaient. Est-ce que l'affaire a été portée devant la justice mauritanienne et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Très rapidement. Oui. Et non, l'affaire, ça y est, une plainte qui a été déposée au niveau du Célibabi. Mais vous savez, comme j'ai dit, quand pour toi la citoyenneté ne prime pas, il est très facile de lâcher prise. Ouais. Les gens ont été convaincus, il y en a qui ont eu peur, il y en a qui n'ont pas voulu donner suite. Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'ils sont intimidés, en tout cas, par prudence, je préfère dire, ils n'ont pas donné suite. Donc il n'y a pas de suite, donc voilà. Ils sont privés de terre, voilà. Il n'y a pas de suite. Eux, ils n'ont pas voulu donner suite à ça. Par exemple, la loi dit, la terre appartient à celui qui est mis en valeur. Enfin, justement, c'est ce qui était censé être connu de peu partout d'ailleurs, mais après en Mauritanie c'est un peu plus compliqué. Venons-en justement à Hira, qui de par le passé est parti quand même dénoncer des gens qui étaient en esclavage à Nouakchott. Est-ce que Hira s'est saisi de ce dossier et voilà comment ça se passe? Est-ce que vous-même vous inscrivez dans cette même dynamique? Comme j'ai dit. Celui qui aujourd'hui dit qu'il milite pour la dignité, l'égalité en dignité à droit, tu ne peux pas être dans les dénis face au combat d'Hira, face au sacrifice des grands. Maintenant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on va les équer dans son combat ou pas, ça c'est un autre débat. Ça c'est une autre perception, chacun sa perception. Voilà. Mais le combat il est légitime. Le combat des grands il est légitime, il faut dire la vérité. C'est le seul qui a pris le courage. Quelle soit la caricature que tout le monde trouve de sa personne, c'est-à-dire quoi qu'on puisse l'accuser, c'est quand même un monsieur qui a fait... On n'est pas là pour l'accuser. Non, pas vous. Je ne parle pas de vous, je parle d'une façon générale. Si c'était vous et moi, c'est très facile. Ouais. Voilà, donc je parle d'une façon générale parce que je reçois beaucoup de retours. Donc voilà. Donc c'est pour dire que
Et celui qui combat en Mauritanie pour l'égalité en dignité en droit, il ne peut pas être dans les délits face au combat d'Ira. Donc voilà, donc lui il a dénoncé les gens qui sont en esclavage, nous nous inscrivons dans le même combat pour l'égalité en dignité en droit. Précisons juste les choses pour finir définitivement avec cette question. Est-ce que IRA s'est saisi du cas de ces 14 personnes ou les choses sont restées comme ça? Non, les personnes n'ont pas donné suite et c'est resté comme ça. Je ne peux pas dire IRA s'est saisi personnellement de ce dossier, mais il y avait les représentants d'IRA, c'est les Mali. Effectivement, ils étaient dans ceux qui se sont saisis de ce dossier-là. Il y avait aussi notre partenaire, AMES. Voilà, c'est une association. C'est vrai que c'est pas trop médiatisé, et qui fait un travail quand même remarquable dans les villages soviétiques. Donc c'est l'association. Est-ce que le procureur qui peut se saisir, lui, s'est saisi de ce dossier pour finir? Il y a sur 14 personnes, sur 14 familles expropriées, hein, il n'y a que 2 c'est-à-dire qui sont partis jusqu'au bout. Et ces gens... Et jusqu'au bout, comment ça s'est terminé? Et comment ça s'est terminé? C'est des allers-retours incessants. Alors, je vous parle, c'est même pas la suite que le procureur a donnée. À chaque fois, il disait, revenez tel jour, revenez tel jour, venez. Donc, c'est les allers-retours entre Tachon et Célibani. Après, on ne sait pas qu'est-ce que ça a donné. Voilà. Okay. Passons donc à la question suivante. Tadoumi, une agence mauritanienne qui lutte pour les droits humains, en tout cas une agence de l'État, je précise. Est-ce que cette agence fait des choses en tout cas qui vont dans le bon sens à votre avis? Ou également, c'est dans la suite de ma question, est-ce que des pays comme le Sénégal, dans lesquels également votre association est engagée, gagnerait à mettre en place ces genres de structures? L'agence Tadalou, je vois, il fait des structures scolaires, je vois à chaque fois. En tout cas, c'est le papier. C'est le papier, c'est convenable. C'est le papier, ça m'a séduit. J'ai même écrit quelque part dans mes publications. C'est le papier, ça m'a séduit. D'ailleurs, ce que j'ai dit à monsieur le conseiller, monsieur Sorana, je dis qu'il faut que Tadamou élargisse son éventail. C'est vrai que ces gens, ils étaient dans les badias, certains même, le minimum de leur religion, ils ignoraient, je comprends bien. Parce que, Tadoumi, on précise quand même les choses, pour l'État mauritanien, il n'y a pas d'esclavage, et ce qu'il y a, ce sont les séquelles de l'esclavage. Ça, c'est l'État mauritanien qui le dit. Ah, mais vous voyez, ça me fatigue tellement, cette rhétorique. Je dis que c'est la rhétorique. Et je pense que votre combat aussi, c'est pour ça. Non, je sais, mais quand l'État mauritanien à chaque fois dit il n'y a pas d'esclavage, il y a les séquelles de l'esclavage, non, il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas un chemin unique d'esclavage en Mauritanie. C'est-à-dire le chemin, il varie en fonction du communauté. C'est ce que j'ai dit. Parce que si on dit l'esclavage, c'est juste le travail forcé, travailler tôt, rêver, coucher tard, là, on va fausser. Parce que dans la communauté sunnique, il y a des gens là-bas qu'on dit qu'ils sont esclaves. D'ailleurs, dans ce cas, dans ce que vous dites, vous donnez l'État complètement à l'État mauritanien. Ce sont les séquelles de l'esclavage. C'est des gens qu'on assigne, c'est des gens qu'on... Non, il y a l'esclavage et les séquelles de l'esclavage. D'ailleurs, la loi dit, le fait même de faire l'apologie de l'esclavage, ça découle de l'esclavage. Oui. Il fut longtemps, quand j'étais lycéen, il y avait un ministre qui n'a fait 92 jours. D'ailleurs, le journaliste avait fait le parallélisme entre la durée de son mandat et 92 jours de Jules Verne. Ça m'a fait beaucoup rire. À l'époque, j'étais collégien. Il se trouve que ces ministres-là, la rumeur était très intense, en fait, dans la communauté féminine. Soit disant, lui, ils l'ont viré parce qu'il est de conditions serviles. Et on n'a pas eu quelqu'un ouvertement, frontalement, qui dit c'est vrai. Qu'est-ce que c'est vrai? Lui, on l'a viré parce qu'il est esclave. Tu vas jamais trouver. Voilà. Tu vas jamais trouver quelqu'un qui va dire lui, monsieur, on l'a viré parce qu'il est de conditions serviles. On ne va pas le dire. Mais on sait qu'officieusement, c'est ce qui s'est passé. Même un ancien ministre, tout dernièrement, qui a fait une émission sur la télévision mauritanienne, même s'il l'a reconnu du bout des doigts, voilà, même s'il l'a reconnu du bout de lèvres, pardon, on sait que cette réalité-là, elle existe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand tel nom de famille, après tel nom de famille, c'est tel nom de famille. Donc ça fait... Contour. Ça fait en circulaire. Donc, si après toi c'est moi, après moi c'est l'autre, mais pourquoi vous voulez que je casse la chaîne? Ah ben, si la chaîne va se casser, pardon, c'est pas sur moi. Donc, tu as eu ton tour, pour caricaturer, tu as eu ton tour, moi j'ai eu mon tour, l'autre a eu son tour, l'autre a eu son tour.
Quand vous regardez dans la communauté soninké, la majeure partie des nominations sont aussi des gens d'extraction féodale. Alors, aujourd'hui, qu'attendez-vous justement des États? Comme par exemple pour des personnes qui sont soninké en France, comme pour des personnes qui sont mauritaniennes, gambiennes, voilà, qu'attendez-vous de l'État, de l'action de l'État pour justement enrayer voilà, cette tare? L'application des lois, du simple agent de police au préfet, l'application des lois. Quand les gens viennent porter plainte, ils ont saisi mon champ en terre du fait que j'ai refusé à cette pratique abjecte, qu'on arrête de m'exproprier, qu'on arrête de me harceler, qu'on arrête de me convoquer à Oulinger à tout va. D'ailleurs, on a un militant en ce moment qui a Oulinger voilà, d'une manière abusive parce qu'il a juste quelques mois échangé avec le maire de Darfur. C'est pas admissible. Comme j'ai dit, ma citoyenneté avant tout, libre à moi de rester voilà, cette pratique de l'ADA avec mon ancien maître, libre à moi ou pas. Maintenant, nous, à Gambanaro, pour nous, c'est une façon de prolonger la dépendance, c'est une façon de prolonger l'assignation du fait d'esclavage. Maintenant, comme j'ai dit, en Mauritanie, on ne peut pas dire que l'esclavage n'existe pas, c'est les séquelles d'esclavage qui existent. Non, parce que si on dit que c'est les séquelles de l'esclavage qui existent, ça va juste dans la communauté Peul, Soninké, et voilà. Et d'ailleurs, même dans certaines communautés soninké encore, les esclaves, par exemple au Mali, voilà, donc, dans certaines communautés soninké, par exemple, au Mali, dans le cercle de Djema, quelqu'un m'a confié que voilà, si les esclaves ne partent pas cultiver, ils payent une somme. Là, il y a même un journal malien qui a publié l'article. Ok, donc ils sont obligés de payer pour pouvoir cultiver. Ok, Monsieur Traoré, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on finisse l'émission? Le dernier mot, c'est quoi? C'est que, vous voyez, tout ce qui est tard dans nos sociétés, c'est-à-dire c'est tard dans nos sociétés, je ne l'ai pas inventé, M. Rowan ne l'a pas inventé. On l'a hérité, c'est comme ça. Donc, dénoncer cet art, c'est pas salir sa communauté. C'est pas salir la mémoire des ancêtres de quelqu'un. C'est pas, nous n'attaquons pas une famille, nous n'attaquons pas un clan, nous attaquons un système qui a été mis en place depuis le temps de nos ancêtres. Ils croyaient que ça harmonisait la vie sociale. Voilà, c'est d'ailleurs, Cheikh Anta Diop n'est pas contre. Voilà, après, on va finir là-dessus. Cheikh Anta Diop n'est pas contre quoi? Pour lui, la catégorisation des choses, parce que pour lui, c'est la répartition du travail. Voilà, pour Cheikh Anta, c'est la répartition du travail. Après, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Et ça va nous amener très loin, oui. C'est un autre débat. Donc, c'est pour dire que, pour moi, tout intellectuel, comme vous et moi, qui ont fait des études, c'est droit quand même d'avoir un regard critique. Un regard critique, c'est pas un regard extrémiste qui dit tout est mauvais, balayons tout. Non, il faut certaines réformes. Moi, à chaque fois dans mes écrits, là où la plupart du temps, quand je me fais insulter, c'est quand j'aborde l'imama et la chefferie coutumière. Parce que moi, je dis l'imama, pratiquement la loi. Le fait d'être imam. Voilà. Pour moi, ça ne peut pas être rivé à une famille. Parce que le monde, il a changé, c'est vrai. Ton ancêtre, il a amené l'islam au Fouta. Mais quelqu'un, si c'est lui que tu considères comme esclave, il a envoyé son fils en Syrie, au Qatar, au Yémen, voilà, au Caire pour étudier, et qui vient, voilà, devient un grand juriste, un grand théologien, tu ne peux pas le regarder avec le même regard, ça c'est mon machido. Non, ça c'est ce qui crée des tensions. Dans mon village, dans les villages soninké, tu as beaucoup de gens, ici des catégories serviles, quand ils sont vraiment douillés en islam, et quand ils viennent dans les villages, ils veulent tenir un certain discours, ça gêne. Ça ne gêne pas parce qu'ils disent la vérité. Ça gêne parce que ça sort d'une bouche. De la bouche de quelqu'un qui est considéré comme inférieur. Voilà, c'est pourquoi je parlais d'assignation. Donc du coup, ils sont obligés d'aller s'installer à Nouakchott, à Dakar, à Bamako. Et c'est une perte. Moi, je ne veux pas mon enfant aller étudier à Caire. Après, s'ils viennent avec sa science et que ma communauté ne peut pas en profiter. C'est vraiment dommage. Donc il faut que les mentalités ils changent. C'est dommage. Et l'autre point, pour finir, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, c'est que moi, mon regret, c'est par rapport aux intellectuels.
surtout aux intellectuels francophones, qui ont fait des études en français ou dans le col occidental, si on veut parler ici. Je veux pas, c'est quand il s'agit de notre art communautaire, quand il s'agit des choses à dénoncer dans nos propres communautés, chacun trouve une excuse. Chacun essaie de trouver un argumentaire ou sinon une justification qui va en contradiction avec ses principes. Tu te dis, est-ce que c'est la même personne qui a publié tel texte en 2014? Est-ce que c'est la même personne qui a publié ce texte en 2012? Quand il s'agit de choses dans la communauté Peul, dans la communauté soniquée, et dire ah, non, 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 c'est pas pareil, il n'y a pas d'esclavage, c'est juste ça, c'est la discrimination. Ben, l'esclavage, il discrimine. Le commerce singulier, il discrimine. La Shoah, elle discrimine. S'il faut réduire le chose juste parce que c'est une discrimination, là, on est mal parti. Voilà. Donc, il va y avoir, il n'y a pas de nivellement du mal. Le mal, c'est le mal. Cherche pas à graduer le mal, voilà, tel palier, tel palier. Le combat, je me répète, le combat pour les droits humains ne se fait pas à la carte. Soit on est militant des droits humains ou on n'est pas militant des droits humains. Soit on milite pour l'égalité en dignité en droit ou on ne le fait pas, M. Van. Ce sera le mot de la fin. C'est ce qui milite pour les droits humains. Vous pouvez rejoindre Gambana Rufede qui lutte contre l'esclavage. Et c'est ce qui en reste en France, en Mauritanie, en Gambie, au Sénégal et au Mali. L'entretien de Rémi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.